Bonjour YouTube, on parle du coût du capital, ou plutôt des coûts du capital. Bonjour Maître Cantinier. On dit bonjour à YouTube, salut YouTube. Et donc, on va reparler de ça début 2022, à la faveur de la sortie d'un nouveau rapport sur ce que on a appelé le coût public du capital. Je vais vous en dire deux mots ici aujourd'hui, mais ce sera hyper important, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on sort d'une période de quoi qu'il en coûte. Mais en fait, quand on regarde bien, les aides publiques aux entreprises, ça fait un moment que ça existe. Et si vous voulez, on fera un live spécial avec au moins un des auteurs de cette étude qui sortira début 2022. Et les chiffres sont très impressionnants. Alors, je pourrais vous le donner en avant-première, mais j'en reparlerai dans le cours du développement aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Si c'est le cas, spammez les patates dans le chat. Ah oui, d'ailleurs, il faudra aussi que je m'occupe de faire des emotes dans tous les sens. J'ai un budget pour ça, je me suis mis un budget pour ça, mais il va falloir que je fasse ça, ainsi que refaire tout l'overlay, toute l'histoire. Bon, chaque chose en son temps, on s'est déjà occupé de la lumière, c'est pas mal. C'est parti! Les coûts du capital. Voici le plan d'intervention. On va commencer par parler un petit peu de la financiarisation du capitalisme contemporain, poser la question du coût du travail, parce qu'en fait on la met en parallèle, ça veut dire qu'on parle beaucoup. Salut Liono Curie, j'espère que tu vas bien, et bienvenue par ici. On parle beaucoup du coût du travail, mais on parle bizarrement très peu, voire jamais en vérité, du coût du capital. Et pourtant, c'est une question essentielle. On va parler un peu du coût financier du capital, donc en fait c'est ce que nous coûtent concrètement celles et ceux qui le détiennent, d'abord les actionnaires. Le coût économique du capital, ça veut dire comment est-ce que cette structuration de l'économie joue en fait sur notamment le niveau de l'investissement, etc. Le coût public du capital, donc ça c'est bien ce qu'on est en train de travailler en ce moment au niveau de la CGT notamment, et ce qui sortira en février 2022, normalement. Le coût social du capital, ça vous allez vite comprendre pourquoi. Et le coût environnemental du capital, là ce sera plus des éléments de discussion entre nous. Ça vous va comme plan? J'espère que oui, je ne le changerai pas de toute manière. C'est parti. Pourquoi est-ce qu'on parle de financiarisation? L'héritage, je ne vais pas en parler tout de suite, mais c'est un élément important. Héritage, logement, c'est des éléments importants, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Je vais rester sur... Mais effectivement, il faudrait que je l'intègre. En gros, on est passé d'une économie... Alors, c'est pas exactement vrai, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais pour essayer de comprendre un peu la logique. D'une économie d'endettement, qui est un peu typique des années 45-75, à une économie dominée par les marchés financiers. On appellera ça aujourd'hui néolibéralisme, on peut appeler ça capitalisme financiarisé, et en fait le rôle de l'État est majeur là-dedans. Bon, peu importe. On a surtout aussi une modification, salut Van Vul, une modification de l'organisation du travail dans l'entreprise, pour maximiser désormais la rentabilité actionnariale. C'est ça qui est l'alpha et l'oméga de la gestion des entreprises. Si vous êtes dans une grosse boîte, si encore mieux vous êtes élu ou représentant syndical dans une grosse boîte, vous avez vu qu'il y a tout un tas d'indicateurs particuliers, plus ou moins complexes, mais en tout cas pour définir de manière intéressante la rentabilité. Bon. Capital Piketty en capital marxiste. Capital, là c'est évidemment un rapport social. C'est pour ça que j'en parle au pluriel. Et donc, ce qui fait que le travail devient une variable d'ajustement de cette rentabilité actionnariale. Donc pourquoi est-ce qu'on ouvre des sites? Pourquoi est-ce qu'on fusionne? Pourquoi est-ce qu'on fait les acquisitions? Pourquoi est-ce qu'on licencie, etc. C'est avec l'objectif de maximiser la rentabilité actionnariale. En fait, ça a toujours été la logique de maximiser le profit. Ça, c'est central dans le capitalisme, évidemment, c'est la base de la logique. Mais la petite nouveauté de la financiarisation, c'est quoi cette bannière dans le fond? Ah, ici, là? Ça, c'est la CGT Chapelle d'Arblay, c'est l'usine de la Chapelle d'Arblay en Normandie, qui est une papeterie, qui est en train d'être fermée et qu'il faut absolument sauver. On se bat pour ça. Voilà. Et la financiarisation, c'est pas seulement dans les boîtes du privé. Ça s'est infiltré évidemment aussi dans les services publics, avec des privatisations soit officielles, ça c'est le cas de l'énergie, ou en tout cas une libéralisation officielle, des privatisations comme les autoroutes, ou alors c'est beaucoup plus insidieux, comme l'hôpital. L'hôpital, il n'y a pas eu besoin de changer la structure en fait d'organisation publique ou privée, il a suffi de changer l'organisation du travail. Et c'est exactement ce qui s'est passé à l'hôpital public, ce qui est une catastrophe absolue par ailleurs. Alors attendez, est-ce que ça... Donc,
Ça, je le mets parce que il y a beaucoup de travailleurs des secteurs publics qui se disent, bon, moi je ne suis pas tellement concerné par cette histoire du coût du capital parce qu'il n'y a pas d'actionnaire chez nous. Mais la logique du privé, quand elle vient s'insinuer dans les services publics, ça se traduit par de la réduction des moyens humains et matériels, ça se traduit par une pression accrue sur les agents. Thomas Coutreau, lui, parlerait plutôt d'intensification, de mise en tension du travail, ça je trouve que c'est assez juste, soit de la privatisation, soit des partenariats publics-privés. Et là, alors ça, à l'université, on en connaît un morceau aussi là-dessus. Et ça pèse indirectement aussi ce coût du capital. Vous allez voir juste après que, en fait, le coût du capital diminue le potentiel productif, puisqu'il se fait au détriment de l'investissement notamment. Ça pèse sur le revenu national. Et donc ça pèse sur les recettes, pas seulement de l'État d'ailleurs, mais des pouvoirs publics, des administrations publiques. Et ça conduit à la réduction permanente des moyens et des services publics, avec comme conséquence une dégradation de la qualité des services, une hausse de la pression sur les agents, gel du point d'indice, bonjour les profs, j'espère que vous allez bien, baisse de pouvoir d'achat, ça c'est clair et net, suppression de postes, évidemment. Voilà, vous comprenez juste ça? La logique de la financiarisation, c'est vraiment que les marchés financiers, et donc derrière en fait les actionnaires, deviennent les pièces maîtresses du système capitaliste. Évidemment, on parle beaucoup du coût du travail. Sauf que c'est le travail, et rien que le travail, qui crée toute la richesse. Ça, c'est la base de la base. Salut Kedet, salut Marx Attack. C'est jamais mauvais de le rappeler. Le travail, c'est la source de la richesse. Point. Alors, il y aura toujours des gens qui vont vous dire « Ah oui, mais attention, si vous n'avez pas de capital, vous ne pourrez pas avoir de travail. Enfin, votre travail ne servira à rien. » Alors déjà, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de... notamment dans les services, où il n'y a pratiquement pas de besoin en capital au sens très basique du terme, là, pas marxiste, hein, au sens très matériel du terme, pas de machine, d'accord? C'est pas ça le capital, mais on simplifie à l'extrême, là. Et le travail, pourtant, peut exister. Et surtout, même dans des industries à forte intensité capitalistique, là aussi, j'utilise la définition néoclassique basique, hein, c'est, en gros, du capital matériel, quoi. Qu'est-ce qui nous dit que le capital doit être détenu et géré par d'autres que ceux qui travaillent? Là, du coup, pas grand-chose, hein. En tout cas, ça se discute. Mais ce qui nous coûte vraiment, c'est pas le travail, c'est le capital. Alors ça, j'aime bien ce graphique, qui est issu de la Banque d'Angleterre et qui permet de faire tout de suite le lien avec, pour moi, ce qui est la question fondamentale, celle des besoins. Il y a un livre des économistes atterrés qui vient de sortir là-dessus. Teaser, on en parlera sur ce stream. Donc vous voyez ici, ça c'est le nombre de temps de travail, enfin c'est le nombre d'heures par semaine qu'il fallait pour avoir la production de 1930. D'accord? Pour un certain niveau de production, il fallait travailler 45,30 heures pour avoir cette production. Si on avait gardé le même niveau de production, d'accord, il faudrait plus que 7 heures aujourd'hui par semaine. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a les besoins qui ont changé, il y a ce qu'on produit, il y a ce dont on a besoin, enfin ce qu'on désire, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais ça pose à mon avis des questions vertigineuses, hein, sur ce qu'on produit, pourquoi, ce sera un peu ma conclusion. Bon, le travail en France, non seulement, il n'y a pas de question de coût, mais même le patronat n'utilise pas simplement le coût brut du travail. Il regarde surtout, en comparaison, ce qu'on produit comme richesse. Et oui, si on coûtait plus cher que ce qu'on produisait, le patronat n'y gagnerait rien et il n'y aurait pas de profit. La plus-value chez Marx. Donc la productivité du travail, en fait, elle est très comparable, ce qu'on est capable de produire en 1 heure, typiquement, d'accord? L'efficacité du travail est comparable en France, en Allemagne, aux États-Unis. Ça, c'est toujours vrai, d'ailleurs, aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est 25% plus élevée en France qu'au Royaume-Uni. Donc si vous arrêtez de bosser le jeudi soir, du coup, vous êtes toujours plus productif que les Anglais. Ça, c'est toujours bon à savoir aussi. Donc cette histoire de coût du travail n'a pas de sens. Ce qui compte, c'est la richesse qu'on est capable de créer et en combien de temps. D'accord? La productivité. En fait, nous, on est un coût, ceux qui travaillent seulement du point de vue de l'employeur. Du point de vue de la production, c'est nous la richesse, toute la richesse. Et par contre, ce qui est en train de se passer, et ça c'est vraiment l'élément fondamental, la productivité, d'accord, tend à diminuer partout dans le monde. Ça, c'est une tendance très très lourde, hein, vous voyez? Donc évidemment, pour les économies avancées, la tendance, elle a commencé depuis bien longtemps. Depuis, en gros, la fin de la période 45-75, vous voyez ici, on tend vers une productivité qui a stagné. Et pourtant,
on a eu l'explosion des technologies de l'information et de communication ici. Hein. Ça, c'est le fameux paradoxe de Solow. Ça veut dire, on voit de l'informatique partout, sauf dans les chiffres de la productivité. Bon. Regardez ce qui se passe aussi dans les pays émergents. Vous voyez ? Grande croissance de la productivité du travail. Et par contre, là aussi, il y a une tendance à l'affaissement. Et ça, c'est fondamental, ça. Il y a une tendance lourde du capitalisme contemporain à ne plus être capable de produire les gains de productivité suffisants pour justifier la façon dont le régime fonctionne, quoi. Donc il y aurait beaucoup de choses à essayer de discuter pour voir pourquoi. On va pas le faire tout de suite, on fera un stream spécial sur la productivité. Jamais su comment expliquer ce paradoxe de Solow. Tu sais, Marx s'attaque, personne n'est capable d'expliquer aujourd'hui pourquoi les gains de productivité sont si faibles. En tout cas, on a des éléments de réponse, mais ça fait partie des grands mystères des questions économiques, alors que c'est une des questions les plus fondamentales. Et Michel Luçon avait beaucoup travaillé là-dessus, hein, donc j'ai eu l'occasion d'en parler avec lui avant qu'il décède tristement en juillet dernier. Mais ça fait partie des questions qui l'ont toujours fasciné, parce qu'il n'y a pas de réponse simple à ça. Mais ce qui est certain, c'est qu'en fait, le capitalisme est passé d'un régime de forte productivité, d'accord, dans les années 45-75, à un régime tendanciellement, je parle dans les économies avancées, hein, à tendanciellement un régime à faible productivité et pourtant un niveau de profil plus élevé. Et comment est-ce que le capital a réussi ce tour de force ? C'est pas très compliqué. C'est via la dérégulation. Donc vous voyez, ça c'est la productivité globale des facteurs. Ça ne veut pas dire que la productivité diminue. Hein. Ça veut dire que les gains de productivité chaque année sont tendanciellement plus proches de 0,5 que de 5 comme c'était à l'époque. Quand je dis à l'époque, 45-75. Regardez ici. Il a en fait un indicateur de dérégulation qu'il avait créé lui-même, Michel Luçon, en prenant en compte un ensemble de variables, la flexibilisation du travail, la part salariale, les inégalités, etc. Et ce qu'on constate, c'est que y a une corrélation très nette entre le taux de profit et l'indicateur de dérégulation. Donc en fait, la seule manière... Salut Jasquier. Ah bah oui. Alors Jasquier, qui est sur Twitter, qui est un grand lecteur des auteurs marxistes, un jour on fera peut-être un live ensemble, tu vois, parce que tu as lu, je pense, plus que moi sur beaucoup d'ouvrages marxistes et beaucoup d'auteurs marxistes. Ce serait très intéressant. Et donc l'idée centrale, c'est que ce qui garantit le profit, aujourd'hui, c'est la pression toujours accrue sur le monde du travail. D'accord ? Et donc ça se traduit vraiment très concrètement, quoi. Donc, explosion des profits, intensification de la concurrence entre travailleuses et travailleurs, au niveau international bien sûr, mais même au niveau national, et une diminution majeure du rapport de force et de la position des salariés dans le rapport de force. Et ça se voit, en fait, vous regardez simplement les taux de syndicalisation dans les économies du G20, en fait, la tendance, elle est partout la même, quoi. C'est une diminution croissante. Et là, on comprend aussi un peu mieux les stratégies politiques de ces 30 dernières années. Pourquoi est-ce qu'on a voulu, en fait, privatiser ? C'était pas tellement pour des gains économiques attendus, ça c'était la théorie, c'est surtout que ça détruit les collectifs de travail. Si vous travaillez dans l'énergie, vous comprenez bien qu'en divisant les entités entre le détail d'un côté, la production de gros entre guillemets de l'autre, vous divisez aussi les collectifs de travail et vous divisez l'appartenance à une même entité, quoi. Et ça diminue en fait au niveau macroéconomique la capacité du monde du travail à négocier des meilleures conditions. Et ouais, ça c'est voilà, il n'y a pas grand chose de très nouveau là-dessus. Je dois filer, je regarderai tout ça en replay. Bonne journée. Salut Marx Attaque. On en vient maintenant à la question du coût du capital au sens strict. J'aurais dû vous mettre le lien de l'étude, mais je vous le mettrai dans le chat tout à l'heure. L'étude des chercheurs du CLERC, c'est des chercheurs lillois, via l'IRESC et l'Institut de recherche économique et sociale. C'est une étude qui avait été commandée par la CGT en 2013, par là, 2012-2013. Justement pour mesurer ce coût du capital. L'idée centrale, c'est la part de la valeur ajoutée qui sert à rémunérer le capital. On pourrait aussi dire que c'est la part non réinvestie du profit. Donc, la valeur ajoutée, comprenez, on crée de la richesse, d'accord ? Valeur ajoutée, c'est pas compliqué, hein. C'est chiffre d'affaires moins consommation intermédiaire. Ça, c'est la définition la plus basique de la valeur ajoutée. Et ensuite, la valeur ajoutée, ça se répartit entre le travail, essentiellement via les salaires, les pouvoirs publics, les administrations publiques via un certain nombre d'impôts, ça c'est plutôt marginal de la répartition, et puis surtout, le profit, d'accord ?
travail-profit, répartition de la valeur ajoutée, et le conflit capital-travail, c'est là qui se tient en permanence, quoi. Qu'est-ce qui rémunère le profit? Qu'est-ce qui rémunère le travail? Alors évidemment, les économistes, et surtout les politiques, beaucoup vont vous dire, mais le profit, le fameux théorème de Schmitt, les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Bon, ça tient pas vraiment, on va le voir, mais l'idée centrale, c'est que le profit, s'il servait à 100% d'investissement, on pourrait discuter du fonctionnement du capitalisme. Mais c'est pas du tout ça qui se passe, en fait. Il y a une partie qui revient pour rémunérer celles et ceux qui détiennent le capital. On les appelle les capitalistes, peu importe, appelez ça comme vous voulez, c'est pas tellement important. Le plus fondamental, c'est qu'il y a bien des gens qui ont une rémunération du simple fait de leur position dans la structure de production. Eux, ils travaillent pas, mais ils détiennent soit des actions, et en général, c'est des actions, ou alors ils vous ont prêté de l'argent, ça c'est plutôt pour les banques. Donc c'est soit les intérêts qui sont versés aux banques, soit c'est les dividendes qui sont versés aux actionnaires, soit c'est les loyers, par exemple, qui sont versés aux propriétaires. Ça, c'est très important. Alors, j'ai pas compris, c'est quoi la différence entre part de la valeur qui sert à rémunérer le capital et part non réinvestie du profit? Regarde Barbure, imagine, tu vis dans une entreprise autogérée. D'accord? Tu produis, il y a 100 de valeur ajoutée. S'il y a 70 qui vont au salaire, tu me suis jusque-là? Il reste 30, t'es d'accord avec moi? Si c'est 30, je les réinvestis directement. T'es d'accord qu'en fait, on a rémunéré personne du point de vue du capital? On a utilisé l'argent immédiatement pour l'outil. Sauf que, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a toujours une partie, d'accord, dans la part des profits, qui revient pour rémunérer celles et ceux qui détiennent le capital. Ça va? Alors voilà ce que ça donne. Le poids des actionnaires, pour le coup, a été multiplié par 2,5 en 20 ans. Et ça, on comprend très bien cette logique du coût du capital. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça veut dire que... Alors, eux, ils utilisent un truc qui s'appelle... Ça, c'est la Banque de France, qui s'appelle le revenu global. C'est valeur ajoutée plus subvention, moins certaines charges, etc. Enfin voilà, ils ont un chiffrage un peu particulier, mais qui correspond peu ou prou à la valeur ajoutée. Bon, peu importe. Donc ça, c'est... Quand je vous parle de financiarisation de l'économie, ça, c'est le truc le plus basique à comprendre. Le poids des actionnaires a été multiplié par 2,5 en 20 ans en France. C'est assez énorme, non? C'est pas un horaire décent pour commencer un stream. Bah si, quand même. Donc vous voyez, en 96, les actionnaires, on va caricaturer en disant la valeur ajoutée, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est le revenu global des entreprises, mais peu importe. On va dire la valeur ajoutée, c'est pratiquement similaire. C'était à peu près 6% en 96. Aujourd'hui, on est à plus de 17%. Vous voyez, la ponction actionnariale, elle est énorme, non? Et donc, évidemment, ça, c'est tout un tas de choses qui soit nous reviennent pas sous forme de salaire, soit ne vont pas sous forme d'investissement. Concrètement, c'est ça, au niveau macroéconomique. Ça, c'est vraiment impressionnant. Hein. Et donc là, je pense que ça mériterait déjà effectivement qu'on se mette en grève, comme le suggère Slade. Mais c'est vraiment scandaleux, quoi. Fois 2,5 en 20 ans. Et ça, c'est pas un truc mécanique. C'est que du rapport de force. C'est le capital qui, via tout un ensemble d'intermédiaires, via tout un ensemble de porteurs de paroles, de lobbyistes, etc., se sont battus pour que ça puisse exister, quoi. Et donc vous vous retrouvez avec une explosion, comme en 2020, du nombre de milliardaires, vous vous retrouvez avec des gens qui ont un patrimoine colossal, quoi. Et alors, attention, l'enjeu de ça, ce sera aussi un élément que je vais vous dire juste un peu plus tard, c'est pas tellement qu'ils sont assis sur une montagne de cash, ces actionnaires, c'est qu'ils sont assis sur une montagne de pouvoir. Alors, ils sont aussi assis sur une montagne de cash. Mais l'élément fondamental, c'est le pouvoir. Je vais faire l'avocat du diable, mais les actionnaires, ils peuvent réinvestir aussi. Eh oui, mais en même temps, tu comprends bien que quand ils investissent, ils apportent pas de l'argent gratuitement. Donc que font-ils, en fait, quand ils apportent, entre guillemets, ils apportent rien du tout. Ils sont placés dans le processus de production, ils prennent une partie toujours plus importante. Et le problème, c'est que tu vas le voir juste après, Nafara, ça se fait au détriment de l'investissement, ça. Vous allez voir. J'arrive tout de suite. Ça, ce sera dans le coût économique du capital. Mais regardez ça. Ça aussi, c'est très intéressant pour se mettre en grève. L'évolution des salaires et des dividendes. Alors, j'ai pas mis la source, pardon, c'est une source INSEE. Entre 1960 et, on va dire, 1980.
Vous voyez que là, salaire et dividendes évoluent de concert. Bon, regardez le changement majeur du système économique à partir des années 80. Les salaires, en fait, suivent la même trajectoire. Le salaire brut continue d'augmenter. Ça ne veut pas dire que le pouvoir d'achat a augmenté. Et ça veut surtout dire, en fait, il s'est passé quelque chose, c'est qu'il y a eu un nombre de cadres beaucoup plus important, qui a tiré, en fait, la moyenne des salaires vers le haut. Bref. Mais regardez l'explosion des intérêts et surtout, en fait, des dividendes nets versés. Ça, c'est colossal, quoi. Et la différence, elle est énorme. Hein. Et évidemment, le pic a été atteint en 2008. Avec la crise, ça s'était un peu calmé. Et c'est reparti un tout petit peu plus à la hausse encore après 2018. Là. Ça ne ruisselle pas beaucoup. C'est le moins qu'on puisse dire. J'aime bien l'image, vous savez, c'est le truc où on met des verres les uns dessus des autres, c'est le ruissellement. Et ce qui se passe dans la réalité, c'est que le verre du haut devient de plus en plus gros. Ça, c'est ce que détiennent les actionnaires. Alors évidemment, ça, on pourrait se dire, en fait, ça marche surtout pour les grandes entreprises qui ont des actionnaires. Et oui, mais en fait, le coût du capital, c'est aussi un truc qui concerne les petites entreprises, les TPE, PME. Et là, il faut plutôt regarder, pas du côté, évidemment, des actionnaires, puisqu'en général, une TPE ou une PME n'en a pas, mais il faut regarder du côté, des donneurs d'ordre. La quasi-totalité, enfin une grande majorité des PME travaillent en fait pour un grand groupe, indirectement. Et pour les TPE, le plus important, c'est le coût du foncier. Le prix des bureaux qui a pris 75% en l'espace de 20 ans, le prix des commerces qui a pris 175% en l'espace sur la même période, et ça se répercute sur les loyers, en fait, derrière. Donc là, on pose la question non seulement du foncier, mais plus généralement du logement, d'ailleurs. Ça a un impact majeur pour nous, en tant que travailleuses et travailleurs. Et l'autre élément, c'est les charges financières, parce que là, c'est pas des cotisations, pour le coup, on peut vraiment dire des charges. En fait, c'est assez logique, mais plus on est gros, plus on est une grosse entreprise, plus les taux d'intérêt sont faibles. Ce qui fait que emprunter et avoir accès au crédit quand on est une micro-entreprise, ça coûte 2 fois plus cher que quand on est une grande entreprise. Et là, ça pose question. Les grands groupes font une liposuction permanente sur la valeur, ou plutôt ils absorbent, et en fait surtout ça leur permet de mettre des contraintes sur les autres entreprises. Et ça rend d'autant plus difficile le conflit capital-travail. Quand vous êtes dans une PME qui a, on va dire, un gros client qui lui va pas bien, dans l'automobile par exemple, vous vous rendez bien compte que ça rend très difficile la position de celles et ceux qui bossent dans cette PME pour négocier des salaires, etc., etc. Donc, vous voyez, en cascade, la pression actionnariale, en fait, elle se retrouve aussi sur les TPE, PME. Et donc, est-ce que tout ça s'est réinvesti? Parce que les actionnaires, n'oubliez pas que, en fait, il y a un truc qu'il faut comprendre. Quand vous achetez, imaginez que demain, vous ouvriez un plan d'épargne en action. Vous êtes riche et vous voulez acheter des actions. Est-ce que vous investissez quand vous faites ça? Ben non. Une action, c'est de l'investissement qu'au moment où c'est émis. Ça veut dire que le jour J, voilà, vous rentrez en bourse, vous décidez, je mets sur le marché 100 actions de 100 €, je dis une connerie. Hein. Bah là, du coup, c'est pour lever des fonds au moment X. Mais les actions qui vont s'échanger ensuite pendant 20 ans, et le cours, est-ce que c'est de l'investissement nouveau, ça? Bah non. Donc, quand M. Macron nous explique que on va transformer l'ISF en impôt sur la fortune immobilière, donc en fait, on va diminuer la fiscalité sur les actions, en gros, c'est ça. Hein. Pour permettre l'investissement, c'est qu'il n'a rien compris à ce que c'était l'investissement. Détenir une action, ça ne veut pas dire qu'on a investi. Ça va simplement dire qu'on détient un droit sur le capital de l'entreprise. Soit un droit futur qui sera le dividende. Il faut imaginer que le dividende, ça ne se verse pas mécaniquement. Hein. C'est les actionnaires en assemblée générale qui disent « Bonjour, aujourd'hui on va se verser tant ». Donc il y a des conflits, tous ne sont pas d'accord. Chaque actionnaire étant représenté par un gestionnaire d'actifs va avoir une stratégie différente sur la suite. Donc soit on se dit on verse un dividende, soit on dit bah là je vais plutôt investir, on va plutôt développer l'outil par exemple, ou alors on va fermer des sites en espérant que le cours de l'action remonte plus tard en le revendant. En fait il y a deux manières de faire du pognon quand on est actionnaire. Soit vous versez des dividendes, mais là ça peut avoir un impact négatif sur le cours de l'action, soit vous attendez et vous espérez une plus-value plus tard en revendant. C'est simplement ça, hein. C'est pas de l'investissement. Donc l'autre élément, le coût du capital, vous comprenez, premier élément, c'est ce que nous coûtent les actionnaires, d'accord? La part de la valeur ajoutée qui revient aux actionnaires. Ça vous comprenez. En fait, c'est la part des profits
et dans cette part des profits, la part qui revient aux actionnaires. Mais c'est aussi le coût économique du capital, tous les investissements qui n'ont pas été réalisés du fait de cette pression actionnariale. Soit parce qu'ils ont été jugés trop peu rentables, parce qu'ils considèrent que 2 ou 3% de rentabilité, c'est pas suffisant par rapport à 10% ou 15%. On fera, avec Victorien, avec mon camarade Victorien, on fera une session spéciale sur les questions compta finance. Profitabilité, rentabilité, etc. Pour rentrer un peu dans le dur du coût du capital dans les boîtes. On va pas le faire tout de suite. Merci pour le raid Noble Games. Enfin non, c'est un host. Ouais, c'est un host. Merci pour le host. Ça, ce chiffre-là, je trouve assez impressionnant. Alors déjà, la question de l'investissement, c'est une question compliquée. Est-ce qu'on parle de formation brute de capital fixe ou est-ce qu'on parle de formation nette? Si demain, dans votre boîte, on modifie, on change tout le parc informatique, vous êtes d'accord avec moi que ça n'aura pas grande influence sur l'organisation du groupe, de la boîte. Vous n'avez pas créé une nouvelle usine, ou un nouveau site de production, ou des bureaux, etc. Enfin, peu importe. Bah ça rentre dans l'investissement au sens de la comptabilité nationale. C'est de la formation brute de capital fixe. Mais on mesure aussi la formation nette de capital fixe. Là, ça veut dire véritablement l'investissement nouveau. D'accord? Donc retenez ça. Formation nette égale investissement nouveau. Formation brute égale tout, n'importe quoi, même le remplacement de l'existant. Et bien regardez, au niveau macroéconomique, là, pour 1 euro d'investissement nouveau, les entreprises distribuaient en 78 l'équivalent de 50 centimes de dividendes. D'accord? En 2011, c'était 2 euros. Ça veut dire qu'il y avait 2 fois plus de dividendes versés que d'investissements nouveaux. Désolé, c'était un host de la part de la poche de mon manteau. Tu diras merci à la poche de ton manteau. Et salut, Kourostoriadis. Donc 2 fois plus d'investissements nouveaux que... 2 fois plus de dividendes versés dans l'économie que d'investissements nouveaux en 2011. C'est énorme. Vous voyez bien qu'il se passe vraiment quelque chose là. Et que la ponction, en fait, la volonté de ponction des actionnaires se fait au détriment de l'investissement productif notamment. Et ça se saurait si les actionnaires avaient comme vision l'intérêt général. Mais c'est pas une question de morale, encore une fois. Si vous aviez 1 milliard de patrimoine, ben vous voulez faire fructifier ce patrimoine. Et donc vous allez prendre des parts. Et on va vous dire, et vous voulez quoi? Est-ce que vous voulez une rentabilité importante le plus vite possible? Ou est-ce que vous voulez un tout petit peu sur du très long terme? Ben c'est ça le truc, c'est pas plus compliqué que ça. Et les gestionnaires d'actifs qui vont gérer votre argent pour vous, enfin votre patrimoine, ben seront en concurrence. Et certains vont vous dire, moi, je suis capable, je vais essayer de vous assurer une rentabilité, un retour de temps. Une autre va vous dire de temps, etc., etc. Vous voyez? Et ça, c'est une influence directe ensuite sur la gestion des boîtes. Puisque ces actionnaires ensuite vont dire, voilà ce que je veux pour l'avenir de la boîte, pour pouvoir justifier un rendement de temps. Sinon, bah en fait, on va vendre, et puis sinon, voilà, on va arrêter avec ça, quoi. Et c'est exactement ça qui se passe, ce qui se passe. La pression sur la gestion des boîtes, et donc, en cascade, à votre avis, la pression sur quoi? Bah, sur les salaires, notamment, sur les conditions de travail, etc. Bon. Ça, c'est la part du profit brut consacré à l'investissement. Bah regardez, en fait, ce qui s'est passé dans les années 80, c'est qu'il y a eu une baisse de cette part du profit brut consacrée à l'investissement brut. D'accord? Et en fait, la même chose s'est passée si on regarde profit net et investissement net. Donc, le coût du capital, c'est bien la rémunération des actionnaires qui s'est faite au détriment de la viabilité économique générale de la boîte. C'est ça, en fait, le vrai scandale, quoi. Et c'est ça le vrai problème. Je crois qu'il y avait une expression de... je crois que c'est Laurent Cordonnier, il disait... la véritable mesure du coût du capital, c'est pas seulement la rémunération des actionnaires qui augmente, mais il faut la voir, c'est le cimetière des investissements non réalisés du fait de la pression actionnariale. Ça, c'est vraiment excellent, quoi. Je trouve que c'est exactement ça. Et comment on peut expliquer ce changement? Alors là, il faudrait un stream entier, et je pense qu'on en parlera peut-être quand on parlera de l'ascension du néolibéralisme avec un auteur, je vous tease, mais qui viendra sûrement sur cette chaîne. En fait, c'est une histoire de rapport de force, c'est une histoire de changement de modèle économique à partir des années 70-80, sur fond, il faut se remettre dans l'époque, hein,
sur fond de c'est la nouvelle économie, il faut libérer les capitaux, les marchés financiers sont l'avenir de l'économie va changer, etc. Et donc on a eu des vagues de dérégulation de la finance partout dans le monde, et les marchés financiers sont devenus les pièces maîtresses du jeu d'échecs qu'est l'économie mondiale, quoi. Donc en fait, il faudrait refaire toute l'histoire de pourquoi est-ce que les marchés financiers ont pris un tel poids à partir des années 70-80. Alors l'idée, c'était de dire, oui, il y avait la stagflation. Donc la stagflation, pour tout le monde, c'est le fait que au moment des chocs pétroliers, on avait en même temps une inflation importante et en même temps un chômage important. Ce qui, en théorie, n'était pas vraiment possible. Bon, en fait, maintenant, après coup, on sait l'expliquer, c'est d'abord une question d'explosion des coûts, hein. Le choc pétrolier, c'est d'abord l'explosion des coûts des matières premières qui s'est répercutée ensuite sur les prix. Et l'idée, c'était de dire, beaucoup se sont engouffrés dans la brèche en disant, puisque on est dans un monde économique qui a fait son temps, il faut passer à un autre, et cet autre sera l'économie de la connaissance, la nouvelle économie, et surtout l'économie tirée par les marchés financiers, qui était vue comme étant le réservoir de valeur pour la suite, quoi. Évidemment, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Et c'est surtout le rapport de force en faveur des actionnaires qui a complètement été bouleversé, quoi. Mais on en reparlera un peu plus finement pour comprendre cette évolution. Est-ce que ça mérite un peu de travail? Et surtout comprendre ces mutations du capitalisme en permanence, quoi. C'est ça la grande difficulté avec le capitalisme, c'est que c'est une bestiole qui bouge, qui se réinvente, etc. Bon. Et regardez en fait ce qui s'est passé aussi. Ici, c'est le taux de marge, d'accord, en rouge. Donc le taux de marge, c'est en fait les profits rapportés à la valeur ajoutée, qui a explosé à partir des années 80. Vous voyez, l'augmentation, elle est énorme ici. On a battu un record, hein, en 2020, ce qui peut paraître très paradoxal. Je fais juste une parenthèse avec ça. En 2020, le taux de marge des entreprises a battu un record. Alors là, vous me dites, mais comment c'est possible, alors qu'il y avait des fermetures administratives, etc., etc. Mais en fait, le chiffre d'affaires a baissé. Mais le chiffre d'affaires, on s'en fout. Parce que ce qui compte du point de vue du capital, c'est les profits. Mais les profits ont été garantis par qui, à votre avis? Par vous et moi. Via le quoi qu'il en coûte. En fait, c'est l'argent public qui a pris le relais pour garantir un certain niveau de profit. Et ça, c'est incroyable, hein. Enfin, là, ce qui est en train de se passer, c'est assez fou quand même. Donc évidemment, c'est l'État qui payait une partie des salaires, une grande partie, via l'activité partielle longue durée. Et surtout, on garantissait en fait le niveau de profit via le fonds d'urgence, via le fonds de solidarité, etc. Alors évidemment, on pourrait se dire à court terme, c'est normal pour garder l'emploi, mais maintenant, moi je pense que le patronat, il a gagné un nouveau truc énorme, là. Moi j'appelle ça le nouveau statut du capital. En fait, c'est un niveau minimal de profit garanti, avec, en contrepartie pour le patronat, l'idée que, en fait, on peut faire pression sur, on peut continuer le chantage à l'emploi, en disant, si vous ne me donnez pas d'argent public demain pour X et X raisons, et là on peut trouver toujours une raison, un truc qui va pas bien, et du coup, je vais devoir licencier. Alors en fait, c'est ça qui est intéressant, Slade, la Cour des comptes a publié un truc là-dessus, en disant, en restant assez évasif, en disant beaucoup d'entreprises ont bénéficié d'effets d'aubaine. Je me suis empressé d'envoyer un mail au cabinet de Monsieur Moscovici, qui est à la Cour des comptes, en disant « J'aimerais beaucoup savoir quelles entreprises précisément, et avoir une liste, ça nous aiderait dans les discussions avec l'employeur, vous voyez, pour savoir, vous avez apparemment vu des effets d'aubaine. » Et donc du coup, en fait, on a le chiffre macro, Slide, qui est le taux de marge a explosé. Enfin, en tout cas, le taux de marge est record, je pourrais même vous le trouver, hein. Je vous ferai ça après, si vous voulez. Vous me le rappellerez, s'il vous plaît. Et par contre, ce serait lié en partie à des effets d'aubaine selon la Cour des comptes qui appelle à des contrôles beaucoup plus stricts. Donc, j'attends la réponse de la Cour des comptes pour avoir la liste complète des entreprises qui ont bénéficié d'effets d'aubaine. Mais regardez, cette hausse du taux de marge là, donc d'accord, taux de marge, profit, en fait excédent brut d'exploitation, retenez profit pour l'instant c'est plus simple, rapporté à la valeur ajoutée, vous voyez cette augmentation, mais regardez l'investissement. Alors maintenant, je vous laisse réfléchir vous-même. Si le taux de marge a augmenté, mais que l'investissement, lui, a stagné, à quoi a servi cette augmentation du taux de marge et donc des profits rapportés à la valeur ajoutée? Je vous laisse me répondre. Ça a rémunéré qui? Eh ben les actionnaires. Eh oui. Exactement.
Interdire les dividendes cette année, ça ne réglerait pas le problème si tu peux te servir dans 2 ans. Bah oui, c'est exactement le problème. C'est que le problème, c'est pas l'interdiction des dividendes, le problème, c'est qu'il faut, au sein de l'entreprise, changer radicalement la façon dont tout ça est géré, quoi. Et donc, voilà. Alors, il y a Costo Riadis qui dit, c'est ce qu'on appelle la socialisation des pertes devient une sorte... Et c'est exactement ça. Ça veut dire que là, en fait, l'idée socialisation des pertes, privatisation des profits, ça n'a jamais été aussi réel qu'aujourd'hui. C'est on ne peut plus clair. C'est exactement ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'État est en train de changer, là. C'est pour ça que je parle de nouveau statut du capital. C'est encore plus radical qu'avant. Ça veut dire que quand vous écoutez Geoffroy Roux de Bézieux, quand vous écoutez Elisabeth Borne, ce qui nous explique, c'est en période de croisière, sous-entendu en période normale, et bah du coup, le rôle de l'État n'est pas d'administrer l'économie. Par contre, quand ça va pas bien, là c'est le rôle de l'État. En fait, ils ont une lecture du keynésianisme un peu standard, qui est très néolibéral, ce qui est assez génial, quoi. C'est de dire, quand ça va pas bien, vous devez mettre de l'argent public pour garantir un niveau de profit. Sinon, nous, après, vous comprenez, on sera plus compétitif, on va supprimer des emplois, etc. Et à votre avis, la facture, elle est présentée à qui ensuite? Parce que l'argent public, il y a une facture qui est présentée. Bah, c'est à nous, collectivement, via la dégradation du service public, via les salaires qui n'augmentent pas, etc., etc. C'est génial, non? Est-ce qu'ils n'ont pas fait ça pour préserver une image de rentabilité d'investissement en France, pour attirer encore plus d'investissements? Eh ben si, en tout cas c'est ça la logique officielle. Sensen, c'est ce qu'on appelle la logique de l'attractivité. Il y a 2 choses qu'utilisent les gouvernements de manière, et en fait avec une certaine logique, de manière centrale, ce sont la compétitivité. Donc l'idée c'est de dire, il faut qu'on soit compétitif, notamment sur les prix, sinon en fait on va perdre des parts de marché à l'international. D'accord? Et deuxièmement, il faut qu'on soit attractif, sinon le capital ira autre part. Et c'est ça, en fait, c'est les 2 mots d'ordre importants qui justifient tout en faveur du capital. Et ça va du Parti Socialiste sous Hollande, crédit d'impôt, compétitivité, emploi, hein, vous voyez, compétitivité est dedans, jusqu'à l'extrême droite, puisque toute l'extrême droite, Zemmour, Marine Le Pen confondus, et tous les républicains sont sur cette ligne-là. Mais la question c'est, est-ce que cette concurrence internationale, elle sort de nulle part? Est-ce qu'on pourrait pas changer quelque chose de la concurrence internationale? Est-ce qu'on pourrait pas tordre le bras au capital? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Et c'est ça tout l'enjeu, à mon avis. Mais ça pose des questions qui sont très importantes du point de vue de l'Union européenne, du point de vue du rapport de force international, etc. Ça se fera pas sans heurts, ça. Mais c'est là pour moi, le truc central, le nœud de la question du conflit capital-travail. C'est la question de la concurrence, et surtout la concurrence internationale. C'est là que ça se joue. Et donc soit on peut jouer au jeu du moins 10 ans social, fiscal, etc. en disant on va attirer du capital, soit on dit ça nous va pas. Mais ce que beaucoup disent, c'est que ça en fait c'est surtout l'argument qui permet de justifier une politique de classe, qui permet de justifier en fait une augmentation des revenus des plus aisés, du revenu des actionnaires, etc. etc. Après les entreprises sont en compétition pour l'argent des actionnaires, pas vraiment. Du coup, celles qui investiraient plus verraient leurs actions baisser. Et en fait, ça, elles sont en compétition parce que les actionnaires ont pris une place de plus en plus importante. Quand la bourse était pas grand-chose dans l'économie, est-ce que l'économie allait si mal? Quand le circuit de financement était différent, la vraie question derrière, c'est comment on finance l'économie. Et ça, c'est une vraie question. On pourra en rediscuter si vous voulez, quand on parlera de la dette publique notamment, ou alors après ce stream. Enfin, après ce que je vous montre là. L'autre élément du coût économique du capital, c'est la recherche et développement. Ce qui est un élément fondamental pour comprendre notamment la question de la productivité, c'est un des éléments. Regardez les dépenses de R&D en Allemagne, plus de 3% du PIB. Corée du Sud, c'est plus de 4% du PIB. États-Unis, on est à un peu moins de 3, on est à 2,8. Regardez la France, 2,2% du PIB. Public plus privé. Et ça, c'est alors même qu'on a fait en France, qui est à mon avis un des plus gros scandales, pire encore que le CICE, le crédit impôt recherche. C'est l'équivalent du budget du CNRS tous les ans. 6 milliards. Enfin, un peu moins que le budget du CNRS. Ça, c'est scandaleux. Et avec des résultats qui sont nuls. Et là, on retrouve aussi ce graphe-là. Ça, c'est en pourcentage du PIB. Ouais, il est pas bien foutu. Mais c'est les dépenses de recherche et développement en pourcentage du PIB. Donc les dépenses de R&D en Allemagne représentent 3% du PIB, 2,8 aux États-Unis et 2,2 en France. En fait, on a un retard énorme
en recherche et développement. Et ça, c'est lié en grande partie aussi à la question du coût du capital. Ça veut dire que la recherche et développement, quand vous êtes actionnaire, c'est pas forcément un truc qui vous intéresse beaucoup. Ça veut dire la création, enfin, le potentiel productif dans 10, 20, 30 ans, bon, et même la concurrence avec d'autres boîtes d'ici 10, 20, 30 ans, c'est pas un truc qui nous intéresse beaucoup si on est actionnaire. Ce qui nous intéresse, c'est combien je vais pouvoir toucher, quelle est la valeur actualisée de ce que je détiens dans 1 an, 2 ans, 5 ans. En gros, c'est ça. Et quel calcul je peux faire. Donc, on a un retard énorme en recherche et développement. La plupart de ces graphiques-là, vous les retrouvez aussi sur notre baromètre économique. Vous le connaissez, celui-là? Attendez, je vais vous remettre le lien. Hop là. Baromètre éco, CGT. On a plein de trucs là-dedans. Indicateurs économiques et sociaux. Le salon Made in France en PNS, ouais, le salon Made in France, ouais, c'était pas... Et donc, il y a un chapitre dans ce baromètre qui s'appelle Coût du capital, c'est le chapitre 4, et justement, vous retrouvez plein d'éléments que je décris ici. Est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce que vous comprenez ces deux choses-là? Le coût financier du capital, c'est ce que nous coûtent les actionnaires, d'accord? La partie de la valeur qui sert à gonfler le portefeuille de ceux qui ont déjà un portefeuille bien gonflé. Le deuxième élément, c'est les conséquences économiques de ce coût du capital, faiblesse de l'investissement, faiblesse de la dépense en R&D, etc. Et maintenant, il y a le coût public du capital. C'est ce que ça nous coûte en termes d'argent public, et donc derrière, en termes de services publics. Et ça, je trouve ça c'est fondamental. Et on va en parler beaucoup en 2022, laissez-moi vous le dire, parce que les chiffres donnent le tournis. Le coût du capital, c'est tout ce qu'on perd aussi en recettes fiscales et sociales, parce qu'on fait des dépenses pour le capital, et donc notamment pour les entreprises, subventions, etc. Le coût public du capital, le coût légal, d'accord? Ce qu'on vote, ce qu'on a voté, etc., qui correspond peu ou prou aux niches fiscales en direction des entreprises et niches sociales. D'accord? Je vais vous en dire 2 mots. C'est à peu près 150 milliards d'euros par an. 151 même. Donc je vous donne le chiffre en avant-première du rapport qui sortira en février normalement. C'est 2 fois le budget de l'éducation nationale. Je ne sais pas s'il y a des profs dans la salle, mais vous comprenez bien que quand on dépense 2 fois le budget de l'éducation nationale en aide publique aux entreprises, dont tous les rapports se suivent pour montrer que ça ne sert soit à rien, soit à pas grand-chose, évidemment qu'on vous dit qu'ensuite le point d'indice il va être gelé, qu'on n'a plus d'argent pour recruter des profs, des infirmières, etc. On a fait des choix qui ont été de dépenser de l'argent public sans contrepartie pour le capital. Mais à ça, il faut rajouter le coût public illégal. Et là, évidemment, vous voyez qu'on a moins de prise dessus, puisque c'est des questions de fraude, d'évasion, d'optimisation aussi dans une certaine mesure. Et là, c'est estimé, selon plusieurs rapports, notamment celui d'Oxfam, entre 60 et 80 milliards d'euros par an. Vous faites le cumul des deux, vous voyez qu'en fait, ce qu'on perd en recettes sociales et fiscales, d'accord, du fait du coût public légal et illégal, bah, c'est plus de 200 milliards par an d'euros. 200 milliards, là on est à plus de 10%, on est à 10% du PIB pratiquement annuel. 10%. Vous vous rendez compte? 10% de toute la richesse créée, c'est ça qu'on perd, c'est l'équivalent de 10%. C'est énorme. Alors évidemment, un truc intéressant, c'est que la question de la dette publique, bah en fait c'est surtout une question contemporaine. La dette publique dans la période qu'on peut qualifier de régulation keynésienne, c'est la période 45-75, bah vous voyez qu'elle tendait plutôt vers zéro. Alors même qu'on avait beaucoup plus d'entreprises publiques, l'énergie était publique, le rail était totalement public, les routes, enfin bref, les services publics étaient beaucoup plus développés. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à partir des années 70-80, du fait de cette question du coût du capital notamment, et de ce changement de régime économique, on passe d'un régime à forte productivité à un régime à plus faible productivité, mais à profit plus élevé, et ben en fait on a une dette publique qui augmente tendanciellement. Avec évidemment quelques marges d'escalier, regardez ici, crise de 2008, et on aurait la même marge d'escalier ici en 2020, avec la crise sanitaire. Donc en fait, croissance plus faible de manière générale, ça c'est vraiment l'élément standard, hein. Entre 70 et aujourd'hui, depuis les années 70, la croissance annuelle elle est tendanciellement plus faible, et ce dans toutes les économies avancées. Mais l'autre élément qui est fondamental, et ça explique à peu près
70% de la hausse de l'endettement sur la période 80-2010, selon un rapport d'Attaque, qui avait été coordonné par Michel Husson à l'époque, enfin, auquel avait participé Michel Husson, c'est d'abord une question de faibles recettes fiscales et sociales. Bah regardez ça, celui-là je l'adore. L'évolution de l'impôt sur les sociétés moyenne des pays du G20. C'était à peu près 36-38% en 90. On est plutôt à 22-24% aujourd'hui. Voilà, ça c'est pour l'impôt légal sur les sociétés. L'équivalent, enfin ça ne s'appelle pas impôt sur les sociétés dans toutes les économies du G20, mais tous les impôts qui sont le même que l'impôt sur les sociétés est passé de à peu près 38% à 24% aujourd'hui. Et en fait, on se dirige vers plus bas que ça. Vous avez sûrement suivi... Alors, déjà en France, on a voté une baisse jusqu'à 22% aujourd'hui. Mais vous vous rappelez de cette histoire d'impôt sur les sociétés minimal au niveau mondial ? Bah en fait, le vrai risque, c'est que cet impôt minimal devienne l'espèce de référence pour l'ensemble des économies et que ça devienne en fait l'impôt sur les sociétés maximal. Avec un truc très simple. Dans la logique de compétitivité, dans la logique d'attractivité, etc. Si on est tous des paradis fiscaux, il n'y a plus de paradis fiscaux. Et par contre, qui perd ? Bah, c'est nous collectivement. Plus de services publics, moins d'agents publics, moins de développement des services publics, moindre qualité des services publics, etc., etc. Et c'est vers ça qu'on est en train de se diriger, là, si on ne change pas de braquet tout de suite. Donc ça, c'est au niveau fiscal. Il y aurait beaucoup plus de choses à dire au niveau fiscal, mais celui-là, je trouve très parlant au niveau des graphiques. Vous me suivez encore, là ? Ça va ? J'espère que je ne vous ai pas tous perdus. Et il y a aussi celui-ci que je trouve très intéressant. Ça, c'est en fait, l'impôt sur les sociétés, c'est un impôt sur les bénéfices. Donc après, il y a d'autres impôts, hein, notamment sur la valeur ajoutée. Les impôts de production, typiquement, qui ont été diminués cette année. Encore une fois, on pourrait le rajouter à la grande liste du coût public du capital. On a voté, a été voté, dans le cadre du plan de relance, entre guillemets, une baisse de 10 milliards d'euros des impôts de production. 10 milliards d'euros, pour vous donner un ordre de grandeur, on pourrait doubler le RSA à la place. Choix politique, toujours. Voilà les évolutions des exonérations de cotisations. En fait, ça commence avec les premières réformes Fillon. On se dit, tiens, puisque c'est compliqué, et le patronat là, en avait bien conscience, c'est compliqué en fait de diminuer les salaires nets. Parce que les travailleurs gagnent peut-être pas non plus énormément, et ils se laissent pas faire quand on diminue ce qu'il y a en bas à droite de la fiche de paye. Ça fait du coup des conflits. Mais qu'est-ce qu'on pourrait toucher sur la fiche de paye en France qui permettrait de réduire la facture pour les employeurs et qui serait perçu comme relativement indolore par les travailleurs ? Eh bien, le salaire brut. Est-ce que vous avez déjà lu votre fiche de paye, toute la partie qui n'est pas le chiffre en bas à droite, mais l'ensemble de la fiche de paye ? Eh bien, ça, c'est toutes les cotisations sociales. Salariés, et l'employeur paye lui aussi des cotisations sociales. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est dit, le meilleur moyen, c'est de diminuer les cotisations sociales employeurs. Et on se retrouve, au début, on exonérait à peu près 2-3% des exonérations de cotisations. Et quand on y a pris goût, eh ben, réforme après réforme, on est à peu près aujourd'hui aux alentours de 9% de l'ensemble des cotisations sociales qui sont exonérées. Donc comment voulez-vous qu'il n'y ait pas un jour un trou de la Sécu si vous exonérez pratiquement 10% de l'ensemble des cotisations sociales qu'on est censé payer ? Et oui, d'un seul coup, on crée le problème soi-même quand on se prive de recettes. C'est énorme, et surtout une partie qui n'est plus compensée par l'État, ce qui veut dire que, en fait, la logique c'est quoi ? C'était de dire, bon, normalement la Sécu c'est géré de manière paritaire par les travailleurs et le patronat. On pourrait dire que ça devrait être géré que par les travailleurs, mais peu importe. Du coup, évidemment, si j'exonère de cotisations, eh ben, ils n'ont jamais signé pour ça, ceux qui gèrent les caisses de Sécu. Donc on va compenser. C'est via le budget, via la fiscalité, qu'on compense. Sauf que petit à petit, on s'est dit, bah, cette partie-là, en fait, on va pas la compenser. Donc ça va peser directement sur le budget de la Sécu. Disons le budget de l'assurance maladie, ou le budget de ceci. Et à votre avis, une fois qu'on dit qu'il y a des recettes en moins, c'est quoi la seule solution pour garantir un certain équilibre si on ne veut pas augmenter les recettes ? Là non plus, c'est pas la peine d'avoir fait Saint-Cyr, bah, c'est de réduire les dépenses. Et voilà. Et donc c'est comme ça qu'on dit, ah ouais, les infirmières c'est important, mais désolé, hein, on a un truc qui s'appelle l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, du coup on va pas pouvoir recruter trop. Hein. Ouais, désolé.
Ah oui, il y aurait besoin de recruter des profs. Ouais, mais là, bon, on n'a pas trop les moyens, vous comprenez, c'est compliqué. Et c'est comme ça qu'on justifie de la petite austérité permanente. Ou en tout cas, un moindre niveau de dépense. Salut Martha Mystère, de retour. Et oui, c'est reparti. Donc vous comprenez, c'est assez colossal. Et les chiffres donnent le tournis. Ça veut dire que les niches sociales, en gros, c'est l'ensemble des exonérations de cotisation. Après, il y a des trucs un peu plus techniques, comme des exemptions d'assiette. Ça veut dire, on va dire, ça rentre pas, tu vas pas payer de cotises parce que ça rentre pas dans l'assiette qu'on peut, à partir de laquelle on pourrait recouvrer des cotisations. Bref, retenez ce chiffre. Ça, c'est un chiffre très officiel de la Cour des comptes. 91 milliards d'euros en 2019. C'est énorme, ça, non? 91 milliards d'euros, c'est plus que le budget de l'éducation nationale. C'est ça, les exonérations, enfin les niches sociales pour les entreprises. C'est colossal. Et ça, c'est le régime économique dans lequel on est rentré et qui s'est accéléré depuis les années 90. Et le trou de la Sécu ne s'explique pas autrement que par ça. C'est pas une histoire de... Il y a des gens qui vont trop souvent chez le médecin, etc. C'est qu'on se prive de recettes par la loi. C'est assez... Ça me fatigue rien que d'en parler parfois, vous voyez. Mais voilà, c'est assez fou. Et puis bien sûr, il y a, comme tu dis, Kouro, pardon, il y a les exonérations de cotisation au niveau du SMIC. En fait, un employeur jusqu'à 1,6 SMIC ne paye pratiquement plus rien en termes de cotisation. Ça crée des trucs problématiques, c'est que ça crée des trappes à bas salaire. Si jamais votre salaire est censé passer un tout petit peu au-dessus, là d'un seul coup, il y a un effet de seuil où les exonérations deviennent très importantes. Ça fait partie des 150 milliards, oui, tout à fait. C'est même l'essentiel de l'explication des 150 milliards. Le reste étant des niches fiscales. Et en fait, il faut bien comprendre que les niches sociales, c'est beaucoup plus pernicieux que les niches fiscales. Le CICE, vous vous rappelez, Crédit Impôt Compétitivité Emploi. Pourquoi est-ce qu'il est passé ensuite, on l'a transformé en exonération de cotisation? Parce qu'une exonération de cotisation, c'est pérenne. On peut pratiquement jamais revenir dessus. Et surtout, ça devient incompréhensible et ça ne se mesure plus au bout d'un certain nombre d'années. On a diminué, en gros, si vous voulez, les cotisations sur la branche, je crois que c'est la branche famille, à vérifier, j'ai oublié la branche de la Sécu concernée, si vous le savez, vous me le dites. Ce qui fait qu'en fait, dans 10 ans, en fait, ça n'apparaîtra même plus comme niche de quoi que ce soit. Ce sera juste le nouveau taux normal. Et ça, c'est un truc aussi qui est assez merveilleux. Il y a un truc en fiscalité qui s'appelle les mesures déclassées. Ça veut dire que quand une niche dure suffisamment longtemps, en fait, on la mesure plus comme étant une niche. On dit, c'est le nouveau normal. C'est comme ça maintenant. Le niveau de la fiscalité est de temps. Ce qui fait qu'on peut plus mesurer ce qu'on a perdu par rapport à avant. Et l'autre truc qui est incroyable, c'est qu'il n'y a aucun rapport synthétique sur les niches fiscales, niches sociales depuis 2010. Aucun. La Cour des comptes ne produit plus ça, ce qui est un scandale. Et d'ailleurs, en début 2022, quand on fera la campagne en partie sur cette question des aides publiques aux entreprises, on va remettre le couvert là-dessus. Et on va demander que fout la Cour des comptes, pourquoi est-ce qu'on n'a pas une mesure globale? Et il y a une raison qui est très politique. C'est que déjà, si on mesure globalement, on va avoir un chiffre qui est énorme. Et un chiffre énorme, ça peut vouloir dire aussi des revendications et des questions qui se posent. Tout le monde va se dire, mais attends, il sert à quoi en fait tout cet argent qu'on dépense là? C'est un vrai problème. L'autre élément, c'est que ça occupe les organisations syndicales, les assos, etc. Ce qu'ils font, c'est qu'en fait, au lieu de faire un chiffrage global, on nous fait discuter aide par aide. Donc vous avez un comité de suivi du crédit impôt recherche. Vous avez un comité de suivi du crédit impôt compétitivité emploi. Et vous avez maintenant un comité de suivi des mesures de relance et un comité de suivi des baisses d'impôts de production. Ce qui fait que si moi j'allais à toutes ces commissions, d'accord, je passerais mes semaines entières à lire des rapports très techniques, etc., sur ces trucs-là. Et moi ce que je leur dis, c'est que je veux parler globalement des aides publiques aux entreprises, avec une commission ouverte, avec des chercheurs, un truc indépendant, quoi, vraiment. Et c'est compliqué. C'est compliqué, et on n'y est pas vraiment, quoi. Mais c'est un scandale, et en fait, on voit vraiment la tambouille politique, comment ça se fait, quoi. Je me rappelle des cours sur l'État de Pierre Bourdieu, il disait un truc comme ça, à l'époque, je voyais pas tellement, ça m'avait pas tellement marqué, il disait, quand on cherche à faire passer quelque chose, et en lui donnant un peu une aura de légitimité, on crée une commission. C'est exactement ce qu'on fait là. On crée des commissions dans tous les sens. Ça occupe des économistes, ça occupe certains chercheurs, ça occupe les syndicalistes, mais derrière, on n'a aucune visibilité globale sur le montant réel qu'on dépense pour les entreprises. Ce qui fait que nous, on a dû aller, avec des chercheurs,
faire ce travail-là qu'aurait dû faire la Cour des comptes. C'est fou, non? Assister aux réunions, c'est rémunéré? Bah pas du tout, t'es fou. Ça va pas. Non, c'est des comités de suivi, c'est pas rémunéré. Donc ça, c'est pour le coût public légal du capital, vous voyez où je veux en venir, là? Et maintenant, il faut aussi parler du coût public illégal, bien sûr. Il y a à peu près 300 milliards d'euros d'avoirs français dans les paradis fiscaux. C'est-à-dire des avoirs, ça peut être soit de l'immobilier, des yachts, des biens matériels, ça peut être des actions, ça peut être tout un paquet de trucs. C'est l'équivalent de 15% du PIB annuel de la France. Et les 0,01% les plus riches de France détiennent la moitié de ces avoirs. Et donc le manque à gagner pour les finances publiques est de l'ordre de 60 à 80 milliards d'euros par an. C'est-à-dire pratiquement le budget de l'éducation nationale. J'aime bien prendre l'exemple du budget de l'Éducnat parce que c'est quand même un truc important, l'éducation, pour tout le monde, je pense. Et ça permet d'avoir un ordre de grandeur tout de suite. Donc ça, c'est assez énorme, quoi. Les entreprises du CAC 40 raffolent des paradis fiscaux. Sur les 16 000 filiales du CAC 40, vous comprenez, cette histoire de filiales, là aussi, ça permet de comprendre que derrière des gros groupes, il y a toute une architecture économique et gestionnaire en cascade. Et on trouve aussi des PME là-dedans qui travaillent pour le compte indirectement de grands groupes. Et il y a 2500 filiales dans les paradis fiscaux. L'imposition de ces groupes a diminué de 6,4% entre 2010 et 2017. Dans le même temps, leurs bénéfices ont augmenté de 9,3%. Et les effectifs en France ont diminué de 20%. On appelle ça le loto gagnant. Moins d'emplois, plus de bénéfices, moins d'impôts. C'est génial. Les actionnaires sont contents. Un exemple avec l'impôt sur les sociétés. Donc non seulement l'impôt sur les sociétés légales diminue, mais il y a aussi 36 milliards de profits des multinationales françaises qui sont non déclarés. Ça veut dire qu'au taux légal, c'est à peu près 15 milliards qui nous manquent dans les caisses publiques chaque année. Là, pour le coup, on va prendre un autre ministère, c'est l'équivalent de 2 fois le budget du ministère de la Justice. Ça commence à faire beaucoup, toutes ces choses mises en même temps, là. Et on commence à voir qu'effectivement, ça fait système, quoi. Et que ça justifie en permanence des coupes plus ou moins claires. Bon, ça, c'était un petit exemple que j'aime bien donner. Pardonnez-moi, sur l'économie de la connaissance, la fameuse, on est censé développer l'économie de la connaissance. Alors j'aimerais bien savoir comment ils vont faire ça en diminuant le budget par étudiant, systématiquement. C'est encore pire en 2019-2020, en euros constants. Ça, c'est assez énorme, quoi. Il y a de plus en plus d'étudiants, le budget stagne, ce qui fait que le budget par étudiant diminue. Ça, c'est très concret, moins de profs à la fac, c'est une catastrophe sociale absolue, la fac d'ailleurs, mais voilà aussi qui permet d'expliquer pourquoi, via le coût public du capital, on ne développe pas les services publics. Pourquoi on ne recrute pas d'infirmières, pourquoi on ne développe pas l'offre de soins, etc., etc., etc. Bon. Donc, évidemment, les principales revendications, ce serait d'avoir un moratoire sur les niches fiscales, savoir à quoi elles servent, qui elles servent vraiment, et en fait, avant qu'on sache vraiment à quoi ça sert, qu'on arrête, et mettre fin aux exonérations de cotisations sociales, qui, rapport après rapport, ne servent en fait strictement à rien, ou pratiquement à rien. Le CICE, c'est 200 000 euros par emploi. Alors super, ça fait des emplois très bien rémunérés. Mais en fait, on aurait pu embaucher à la place à peu près 200 000 fonctionnaires directement. Vous voyez ? Choix politique. L'autre question fondamentale, c'est celle de la conditionnalité stricte des aides publiques. Comment est-ce qu'on peut considérer que pour les entreprises, l'argent public se fait sans contrepartie ? N'importe quel chômeur aujourd'hui, on va renforcer son contrôle. N'importe quel bénéficiaire du RSA va passer je sais pas combien de temps à discuter, est-ce qu'il a vraiment envie de s'insérer, machin. Par contre, les dizaines de milliards qu'on dépense pour les boîtes, là, c'est faites-en ce que vous voulez, on vous fait confiance. Est-ce que c'est juste ça ? Est-ce que c'est normal ? Bon. Lutte contre la fraude fiscale et sociale, évidemment. Et la fraude sociale, je parle pas des gens qui fraudent au RSA, etc. Ça, chiffrage haut, c'est à peu près 1 milliard par an. Si on prend la fraude de Pôle emploi, la fraude du RSA, etc. La fraude sociale des employeurs, essentiellement le travail dissimulé, notamment avec les migrants, vous voyez, il y a eu des manifs récemment. Et ça coûte un peu plus de 10 milliards d'euros tous les ans selon l'URSSAF. Ça, c'est costaud. Le coût du capital, donc, vous me suivez jusque-là ? C'est le coût financier via les actionnaires, le coût économique via la faiblesse de l'investissement, etc. Le coût public via la baisse de recettes socio-fiscales, mais c'est aussi la détérioration, bien sûr, de la situation du monde du travail, donc la nôtre.
La part de la valeur ajoutée qui est dévolue au travail a diminué et a stagné à un niveau plus faible qu'auparavant, et celle qui va au profit a augmenté, logique. Donc ça entraîne un effet redistributif vers les plus riches, ce qui contribue à renforcer là aussi les inégalités. Bon, ce graphique-là est très connu, je ne vais pas y passer trop longtemps. Ça, c'est la part des salaires dans la valeur ajoutée. Normalement, c'est 74, 66, 7,4, c'est pas très grave. La part des salaires dans la valeur ajoutée a chuté à partir des années 80. Et en fait, ce mouvement-là, il se retrouve dans toutes les économies dites avancées et a relativement stagné. L'augmentation qu'on voit ici à partir de 2009, c'est pas que les salaires ont augmenté, c'est qu'après la crise, en fait, les profits, eux, ont diminué. Et donc, mécaniquement, la part des profits dans la valeur ajoutée a diminué, mais les salaires n'ont pas bougé. Il y a un effet miroir, hein, c'est très logique. La part des salaires a diminué, échelle de gauche, et la part des profits a augmenté, échelle de droite. Et vous voyez, là, on voit l'effet de la crise de 2008 qui a été largement rattrapé par la suite. Bon, ça, je vais passer, c'est pas tellement important. L'autre élément intéressant, c'est ça. L'espérance de vie selon le revenu. Bah, ça aussi, il y a une grande différence entre riches et pauvres. Je pense que c'est toujours important d'avoir à l'esprit celui-là, parce que ça dit quelque chose sur la façon dont on nous fait travailler, et sur les inégalités aussi, bah, non seulement de revenus et de patrimoine, mais aussi bah, de durée de la vie, tout simplement. Il y a 12 ans de différence d'âge entre les hommes les plus pauvres, d'accord, et les hommes les plus riches. C'est colossal. Les femmes vivent relativement plus longtemps que les hommes. C'est le seul point sur lequel les femmes ont une situation plus avantageuse que les hommes. Et vous voyez, ça me paraît être un truc à garder en tête toujours. On vit plus longtemps, certes, collectivement, mais pas forcément en meilleure santé. Ah oui, pardon, D1. Alors, donc, en fait, on divise la population en 10, d'accord, 10 déciles. D1, c'est le premier décile, le premier 10%. Et D10, c'est le plus haut du dernier 10%, d'accord? Donc ici, tu comprends? Ok. Donc entre les 10% les plus pauvres et les 10% les plus riches, entre D1 et D10, il y a 12% d'écart d'espérance de vie. L'autre élément fondamental, c'est bien sûr les conditions de travail. Puisque, rappelez-vous, je vous ai dit que dans le cas du capitalisme financiarisé, le travail devenait une variable d'ajustement. En fait, a toujours été la variable d'ajustement du capital, du point de vue capitaliste, mais là, de plus en plus, une variable d'ajustement des revenus des actionnaires. Ben, en fait, ça se traduit concrètement par, si vous êtes actionnaire demain, vous êtes en conseil d'administration, vous dites, bon, il va falloir qu'il se bouge un peu, parce qu'il y a nos concurrents à côté, moi je veux que mon action elle vale tant dans 5 ans, il va falloir mettre le paquet, quoi. Et bah du coup, ça se traduit par une intensification du travail. D'accord ? Donc sur l'ensemble des critères qui sont étudiés par la DARES, avoir au moins 3 contraintes de rythme, ne pas pouvoir quitter son travail des yeux, au moins 3 contraintes physiques, répéter continuellement une même série de gestes, etc., bah en fait, les conditions de travail se sont détériorées. De plus en plus de salariés sont concernés par ces contraintes-là. Et je pense que ce qu'on appelle la mise en tension du travail, c'est exactement ça, quoi. Voilà. Bon, évidemment, la précarité, c'est aussi un élément fondamental de ça. Donc le nombre de CDD, intérim et apprentis, ce qu'on appelle le taux de précarité, bah, il a explosé. Il est passé de 5% à 13% en 35 ans. Et aujourd'hui, 1,3 emploi sur 10 est considéré comme précaire, selon ces critères-là. La difficulté, c'est qu'en vérité, le CDI est lui-même de plus en plus précaire, grâce aux réformes Macron, ce qui fait que bientôt, on aura du mal à voir la différence entre un CDI et un CDD, si ce n'est selon certains calculs savants, mais la capacité à licencier étant de plus en plus aisée, il se peut qu'on finisse par être tous précaires, ce qui fait qu'il n'y aura plus de différence, évidemment, à part peut-être en termes de durée du contrat et en termes de nombre d'heures et de statut, comme l'intérim. La pauvreté, évidemment, n'a pas diminué, au contraire, elle continue à stagner. Alors, le seul truc intéressant... Donc en fait, le taux de pauvreté, c'est très conventionnel, on l'exprime selon un certain niveau du revenu médian. Donc le revenu médian en France, c'est 1 735 €. Ça veut dire que la moitié gagne plus en termes de revenus et la moitié gagne moins. Et le taux de pauvreté, en général, on l'exprime à 60% du revenu médian. Ça fait à peu près 1 062 € aujourd'hui. Ça, c'est pas à jour, hein. C'est même un peu plus que ça, c'est pratiquement 1 100 €. Et ben le taux de pauvreté, on comprend bien que il est toujours aux alentours de 14,8%. Quand Emmanuel Macron nous dit que le taux de pauvreté n'a pas augmenté en 2020, c'est
en fait, pas encore totalement vrai, parce qu'on ne sait pas totalement sûr. Et dans le même temps, l'intensité de la pauvreté, elle, aurait augmenté en 2020. Ça veut dire que ceux qui étaient pauvres le sont encore plus aujourd'hui. Donc on est autour de 9 millions de personnes qui vivent avec moins de 1072 € par mois aujourd'hui. Ça, c'est toujours impressionnant et je pense que c'est bien à avoir en tête, quoi. Évidemment, le dernier rempart contre ça, c'est la sécurité et la protection sociale. Le taux de pauvreté avant redistribution, si on n'avait pas l'ensemble des mécanismes de redistribution, serait de 22%. Vous vous rendez compte de ça? Pratiquement un quart de la population serait sous le seuil de pauvreté. Et ça tombe à 14% grâce à la redistribution. Donc, quand on cherche quelque chose d'efficace, on peut le trouver assez facilement avec notre protection et notre sécurité sociale. Alors, un point important, puisqu'on parlait des actionnaires, mais en fait, quand on regarde les patrimoines, c'est surtout les très aisés qui ont un patrimoine essentiellement composé d'actions. D'accord? La base du patrimoine pour, on va dire, pour ceux qui en ont, pour ceux qui ont la chance d'en avoir, c'est d'abord de l'immobilier. Les actions, c'est d'abord quelque chose qu'on trouve dans les plus hauts patrimoines. Ça, vous avez ça dans la dernière publication de l'INSEE sur patrimoine et revenus des ménages. Bon. C'est toujours intéressant Enfin, c'est en même temps très intéressant et en même temps peu intéressant de parler des fortunes des milliardaires en année de SMIC. Bernard Arnault, c'est même pas à jour, c'est plus que ça maintenant. C'est à peu près 5 millions d'années de SMIC. C'est pas mal en patrimoine. Mais, comprenez bien, en cas de crise financière, ça peut bouger très vite. D'accord? Donc en fait, ça, ce sera vraiment mon message final. Ce sur quoi sont assis les milliardaires et les actionnaires. C'est pas une montagne de cash. Évidemment que c'est en partie une montagne de cash. Quand on se verse des dividendes, on se verse du cash. Ça, vous le comprenez. Hein. C'est des euros ou des dollars, monnaie sonnante et trébuchante. Mais quand on exprime la fortune, en fait, c'est en réalité composé essentiellement d'actions. Donc ce sur quoi sont assis ces gens-là, c'est pas une montagne de cash, c'est une montagne de pouvoir. Le pouvoir de dire, dans cette entreprise, on va organiser la production comme si. Le pouvoir de dire, on va fusionner ces deux entités. Le pouvoir de dire, on va délocaliser, on va embaucher ou pas. C'est ça, le vrai problème du capitalisme. C'est pas une question d'inégalité. C'est pas que des gens sont très riches. C'est que des gens ont énormément de pouvoir sur ce qui fait l'essentiel de nos vies, c'est-à-dire le travail, la production, et avec des conséquences qui seront des conséquences de vie ou de mort dans les 10 prochaines années, parce qu'il nous reste 10 ans à peu près, la question climatique, environnementale et de la biodiversité, de manière générale. Tout ça est concentré dans très peu de mains, et c'est ça, pour moi, l'essentiel du problème du coût du capital. Qui prend les décisions dans votre entreprise ou dans votre service public, c'est pas nous, hein, collectivement. Et ça, pour moi, c'est ça le vrai problème. Et la fortune est une partie du problème, mais le vrai problème, c'est le pouvoir. Voilà. Et donc évidemment, ça me ramène à ça. Alors le scénario a un peu changé, c'est plus exactement celui-là. Celui-là, il date un peu, faudrait que je prenne les derniers du rapport du GIEC. Là, on est plutôt sur un scénario si on suit la trajectoire, on est un scénario aux alentours de 3,7, je crois, degrés. 3,7 degrés, c'est cataclysmique, quoi. On n'est même pas sûr de réussir à avoir un scénario qui permette de réduire à 2 degrés. Donc ça pose des questions énormes, mais la façon dont on produit, la façon dont on décide de produire, ce qu'on décide de produire, bah ça, évidemment, ça rejoint la question du coût du capital. La façon de produire plus ou moins, la façon de produire de telle ou telle manière, la concurrence entre capitalistes, et donc derrière la concurrence entre travailleuses et travailleurs, c'est ça qui nous conduit à l'impasse. Et l'enjeu fondamental, c'est est-ce qu'on peut, à système économique constant, être capable de faire face à ce qui est en face de nous, c'est-à-dire la crise climatique? Bah pour moi, la réponse, elle est claire, c'est non. Et donc ça implique des changements radicaux de la planification, un changement d'organisation des entreprises, etc., etc. Ce sera pas... Enfin, dans tous les cas, on va en suer, quoi. Je pense que ça, il faut qu'on se le mette en tête. Même en régime économique différent. Moi, je fais pas partie de ceux qui vendent, entre guillemets, un futur rayonnant, où on sera tous main dans la main. Non, il y aura toujours des questions de pouvoir. Même en régime socialiste, il y aura toujours des questions de conflit, et il y aura des choix difficiles à faire. C'est obligatoire, ça. Je vends pas du sang et des larmes non plus, mais je crois qu'il faut qu'on ait ça en tête. Ceux qui vous promettent un avenir merveilleux et radieux, ils mentent, je pense. Ce sera compliqué, mais on peut le rendre plus ou moins compliqué. Donc évidemment que l'objectif final, c'est quelque chose de radieux, mais il y a la réalité de ce qui est en face de nous, quoi.
Donc pour moi, le coût du capital, c'est d'abord une affaire de pouvoir, bien plus que d'inégalité. Vous voyez, riches et pauvres. C'est qui décide de l'organisation de la production, qui décide de l'organisation du travail, qui décide ou pas d'investir, donc de développer l'outil ou pas, qui décide des rémunérations, notamment du travail, mais aussi de leur propre rémunération. Ça, c'est assez merveilleux. Et est-ce que les actionnaires ont pour objectif l'intérêt général? Bien sûr que non, puisque c'est pas ça qu'on leur demande. L'objectif, c'est la maximisation de la rentabilité de ce qu'on détient, du capital. C'est la rentabilité à court terme des capitaux. En parlant de pouvoir des riches, le don défiscalisé vers les associations, partis politiques, c'est pas aussi une manière de donner plus de pouvoir aux personnes qui peuvent le faire? Bah, bien sûr que si. Ça, c'est un vrai problème. Notamment, je pense qu'il y a un autre élément, Slade, c'est les médias. Qui détient les médias? Alors évidemment, c'est tout beaucoup plus complexe que, vu que c'est détenu par Drahi ou je sais pas qui, les journalistes sont un sabot, ça marche pas comme ça. Il y a des rédactions, il y a des conflits, les journalistes eux-mêmes sont des salariés, donc, ou pas tous d'ailleurs, mais il y a des conflits à l'intérieur des rédactions, mais ça donne en fait une orientation stratégique et éditoriale aux médias. Et donc évidemment, ça change tout. La façon dont c'est contrôlé, géré. C'est Julia Cagé qui a des idées très intéressantes là-dessus. Et j'aimerais bien d'ailleurs l'inviter. Je lui proposerai, si elle est d'accord un jour, de venir sur le stream, ce serait super. Et c'est elle aussi, d'ailleurs, Slade, ça fait le lien avec ta question, qui avait montré que la campagne d'Emmanuel Macron avait été financée de moitié par 800 personnes, les plus riches. En fait, comment ils faisaient? Il y a un niveau maximal de dons pour les partis, mais ils faisaient faire un don à leurs enfants, ils faisaient faire un don, le couple lui-même, chacun faisait un don, les grands-parents, etc. Et donc du coup, on se retrouve avec 800 personnes qui financent la moitié de la campagne d'Emmanuel Macron. Donc, évidemment que c'est un problème démocratique, pas seulement dans l'entreprise, pas seulement dans la production, hein, mais aussi dans la vie démocratique électorale, on peut dire comme ça, quoi. Donc je pense qu'il faut trouver une alternative, qu'il y en a toujours une, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Ce qui ne veut pas dire, une alternative, ça ne veut pas dire que c'est merveilleux, que c'est le paradis sur Terre. Une alternative, ça veut dire qu'on peut faire différemment, ce qui n'enlève pas les questions fondamentales. Si demain on passe en régime socialiste avec des gens qui sont élus démocratiquement dans les boîtes, je dis ça au hasard, est-ce que vous imaginez que ça arrêtera les rapports de pouvoir? Que ceux qui un jour seront à la tête d'une boîte, désormais, disons, gérée collectivement, qu'il n'y aura pas des gens qui seront avides de pouvoir? Bien sûr que si. Donc un autre monde n'est pas un monde parfait. Mais la question c'est, est-ce que c'est ça qui nous permettra, un, d'avoir une meilleure situation pour le monde du travail? Je pense que oui. Et deux, de permettre de nous faire face aux crises qui sont devant nous avec un S? Je pense que oui aussi. Bon, mais ça c'est une discussion non seulement politique, mais aussi économique. C'est des vieilles questions, hein. Socialisme versus capitalisme. Donc on a les moyens. Donc, j'avais écrit une note écho sur la dette Covid. Bah, je peux vous la donner si vous voulez d'ailleurs. Enfin, c'était à plusieurs mains, mais j'avais fait quand même une grosse partie du boulot. Et les revendications posent les bases d'un plan de rupture, je pense, avec cette domination du capital, dont le coût du capital n'est que l'avatar. Les questions clés, à mon sens. Quels sont nos besoins? Et ça, c'est pas une question économique, hein. Ça devient une question économique une fois qu'on a fait des choix politiques. Quels sont les besoins? Comment est-ce qu'on les définit collectivement? Concrètement, c'est ça aussi l'opposition capitaliste-socialisme. Nos besoins aujourd'hui sont définis comment? En théorie, on a tous des besoins individuels, hiérarchisés de manière individuelle, en fonction de, fonction d'utilité individuelle. Ça, c'est la base de l'économie néoclassique. La question, c'est, du coup, le marché est le plus efficace, via le signal prix, via les prix, pour faire coïncider offre et demande. Et donc, du coup, en fait, on aurait tous des besoins individuels. Moi, je pense que beaucoup de nos besoins sont en fait collectifs. Et à mon avis, la question, c'est comment est-ce qu'on répond collectivement à ces besoins collectifs? L'éducation, la santé. Vous voyez que la santé, c'est l'exemple type de quelque chose dont on a décidé de le consommer collectivement et de le produire collectivement. Ça veut dire que la façon dont on paye pour nos dépenses de santé, c'est via nos cotisations. Donc, on a décidé de mettre en commun. Et on n'a pas le choix, entre guillemets. Que vous payez avec votre carte vitale, c'est pas gratuit, hein. C'est via nos cotisations qu'on peut se permettre ce système-là qui est en plus extrêmement efficace. Extrêmement efficace, qui coûte moins cher que les systèmes privés et qui produit un système de soins parmi les meilleurs du monde et qui mériterait d'être développé encore aujourd'hui. La question, c'est comment est-ce qu'on concilie, à mon avis, besoins individuels et développement collectif durable. Comment est-ce qu'on produit différemment? Comment est-ce qu'on reprend la main et comment est-ce qu'on contraint
le capital. À mon avis, une piste qui est très bonne, je pense, parce qu'à court terme, ça permet de débloquer plein de trucs dans la tête, c'est de repartir des besoins qu'on jugerait essentiels. Mais là, ça se définit collectivement. Le transport, le logement, la nourriture, la santé, l'éducation, et on pourra en rajouter. Et en fait, si on se met autour d'une table et qu'on se demande ce qui est essentiel pour vivre correctement, on verrait qu'en fait, il y a beaucoup de choses. Et que du coup, tout ça, on pourrait déjà décider de le sortir du marché. Et maintenant, la question ensuite, c'est comment faire, ce que ça veut dire concrètement, etc. Et là, il y a des divergences de vues stratégiques. Bon. Comment est-ce qu'on organise la production et la transition vers une production différente? Temps de travail, sécurité sociale professionnelle, garantie d'emploi, tout ce genre de choses-là, pour moi, c'est des pistes qui sont là sur la table et qu'à mon avis, on pourrait organiser pour en faire un véritable plan de rupture qui serait commun, à mon avis, à beaucoup de forces de progrès, quoi. Et avec des éléments techniques dans ce plan commun, je pense notamment à l'énergie. S'il y a bien un sujet technique, c'est celui de l'énergie, mais qui est aussi un sujet éminemment politique. Quelle stratégie industrielle énergétique? Est-ce qu'on refait du nuc ou pas? Quel type de nucléaire? Est-ce qu'on fait un 100% ENR ou pas? Voilà, moi j'ai pas d'avis défini sur cette question, mais c'est sûr que c'est des questions fondamentales pour la suite, quoi. Et tout ça, ça peut ne se faire que dans le cadre, à mon avis, d'une planification dans tous les cas. Et voilà, ça questionne les rapports de pouvoir des institutions complètement, la place, le rôle de l'État, Paris, province, etc. La justice et contre-pouvoir, ah ouais, ça c'est encore un peu autre chose. Ah, la question banque d'investissement. Alors moi, sur les questions de financement de l'économie, j'aurais des choses à dire. Si vous voulez, on fera le prochain live, on le fera sur la question de la dette Covid, si ça vous va. Comme ça, on parlera à la fin de la question du financement de l'économie. Salut Matelot, salut Patate Télescopique, c'est le retour. Et oui, c'est moi, on est revenu. Voilà pour ça. Est-ce que ça a été? Est-ce que vous avez des questions? Attention, changement de scène. Bon, ça a été ou quoi? Ça va? Vous avez compris cette histoire de coût public, enfin, coût financier, coût économique, etc. On dit au revoir à YouTube et à bientôt. Salut YouTube.